Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Clémence Lejoly, psychologue spécialisée dans le sommeil des adultes. Après 10 ans à travailler en milieu hospitalier, en tant que psychothérapeute, dont 5 ans au laboratoire du sommeil, elle crée Bien dans mon plumard, pour aider tous ceux qui le souhaitent à retrouver un sommeil serein et réparateur. Ici, on revient ensemble sur les typologies de dormeurs et ce que cela implique en termes de rythme et de besoins en sommeil pour chacun d'entre nous. Clémence nous explique pourquoi il est fondamental de bien comprendre ses besoins pour y répondre au mieux sans calquer des modes de fonctionnement a priori standardisés pour tous. Elle nous explique comment reconnaître les troubles du sommeil et ce qui peut impacter la qualité de notre sommeil. Mais surtout, elle nous donne des clés concrètes pour préparer notre nuit au mieux dès le matin. Parce que bien dormir, c'est possible et ça s'apprend. Très belle écoute à tous. Bonjour Clémence. Salut Amira. Tu vas bien ? Très bien, merci. Et toi ? Super bien. Écoute, je suis ravie Clémence de te recevoir dans Epion Podcast. En plus, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, intéresse tout le monde. C'est notre sommeil. Donc, oui. On a plein de choses à se dire là-dessus. Pour commencer cette conversation, du coup, Clémence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, déjà te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent et nous expliquer ton lien avec le sommeil ? Et le sommeil des autres, surtout. C'est ça, oui, c'est surtout le sommeil des autres, là, en l'occurrence. Donc, je suis Clémence, j'ai 33 ans, je suis belge. Je suis psychologue spécialisée dans les troubles du sommeil des adultes. Voilà, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans en milieu hospitalier. Je me suis formée à beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce que je suis très curieuse et que j'ai toujours soif d'apprendre. Et puis, du coup, dans mon parcours hospitalier, j'ai eu la chance d'atterrir un petit peu de manière fortuite dans un laboratoire du sommeil. Et en fait, ça m'a vraiment intéressée. Donc, je me suis formée à ça. Je me suis formée à la psychothérapie. Donc, ça, c'est d'abord une spécialisation, si tu veux, suite aux études de psychologue. La psychothérapie, c'est vraiment pour avoir une approche plus spécifique de certaines problématiques. Et puis, après ça, j'ai été me former à la psychothérapie, vraiment des troubles du sommeil à Paris. Donc voilà. Jusqu'en 2022, fin 2022, où j'ai lancé ma page Instagram qui s'appelle Bien dans mon plumard et où donc je sensibilise, j'informe et j'accompagne les personnes par rapport à leurs problèmes de sommeil. Donc quand je dis que je m'intéresse au sommeil des autres, c'est vraiment ça, hein. Ma démarche n'a pas débuté par rapport à ma propre histoire. Je sais bien que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, voilà, moi je me suis aidée comme ci, comme ça, donc j'aide les autres comme moi je l'ai fait. Moi, c'est pas le cas. Enfin, je suis convaincue que c'est aussi une force de ne pas avoir forcément vécu les mêmes difficultés que mes patientes, tout simplement parce que ça me permet d'être concentrée à 500% sur l'histoire de la personne que j'ai en face de moi. Et je ne projette absolument pas mes propres problématiques. Alors oui, évidemment, j'ai déjà eu des périodes où je dormais moins bien, c'est évident. Mais généralement, les personnes que j'accompagne, elles ont des difficultés 10 fois pires que ce que j'ai pu traverser moi. Voilà, je suis vraiment là à 1000% pour les accompagner et pour retrouver un sommeil récupérateur et leur énergie. Hein, c'est quand même ça le but. Tout à fait. Pour commencer l'échange, du coup, Clémence, moi je voulais te faire réagir sur un chiffre que j'ai lu il y a quelques jours. C'est la durée moyenne du sommeil en semaine chez les Français. Alors là, on va très focus sur la France. Je sais que tu es en Belgique, mais oui. Peut-être qu'en Belgique, on a les mêmes difficultés. Mais en moyenne, en 2024, le Français dort 6h42 et c'est en baisse de 15 minutes par rapport à l'année 2023. Et je lisais justement que l'Institut national du sommeil et de la vigilance alerte sur cette baisse. Donc déjà, je voulais savoir ce que toi, tu en penses et ce que ça dit de l'état de notre sommeil.
J'ai même envie de dire, ça parle plus de l'état de nos journées que de l'état de notre sommeil, hein, j'ai envie de te dire. Ça montre bien que on fait passer le sommeil au rang de l'accessoire. Et c'est vraiment un constat, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on se focalise tellement sur notre journée, sur notre performance, sur notre efficacité, sur notre rôle de femme, de maman, enfin voilà, de tout ce qu'on veut, de tous nos rôles en fait dans notre vie, que le sommeil il passe à la trappe. Et il passe à la trappe de plus en plus. Chaque année encore un peu plus. Alors que, quand même, pour mener à bien nos journées, pour mener à bien nos différents rôles et nos responsabilités et tout ce qui nous tient à cœur, en fait, il faut dormir. C'est la base. Donc, c'est vraiment fou parce que ça montre bien qu'on est vraiment dans une course folle à toujours plus d'activité, toujours plus de stimulation, et que forcément ça se fait au détriment du sommeil. Donc on se met en fait en privation chronique de sommeil, hein. C'est 6h40 et une fafiote, c'est moins que les besoins généraux de la population, puisqu'on sait que la moyenne générale dans la population française, c'est 7h30 de sommeil en termes de besoins. Donc en fait, il y a un fossé de quasiment 1 heure de temps de sommeil quotidienne entre le besoin et la réalité. C'est énorme. C'est énorme parce qu'on sait que quand on diminue son temps de sommeil de 1 heure de manière chronique, ça augmente les idées suicidaires de manière significative. Donc après ça, on va s'étonner qu'on est stressé, on va s'étonner qu'on a l'humeur en berne, on va s'étonner qu'on n'est pas performant. Mais en fait, c'est bien plus grave que ça. Donc merci encore de m'inviter sur ce podcast pour sensibiliser au fait que le sommeil c'est important et c'est même fondamental pour tout le reste en fait. On prend juste le problème par le mauvais bout. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on a justement tous les mêmes besoins en sommeil? Parce qu'on dit souvent, je suis un gros dormeur, un petit dormeur, un lève-tôt, un lève-tard. Est-ce que déjà, il y a des différences intrinsèques entre les gens? Oui, bien sûr. J'ai parlé d'une moyenne de 7h30, tout comme le chiffre que tu me donnais, c'était une moyenne générale aussi. Mais ça montre bien que dans l'ensemble, il y a un fossé. Mais bien sûr qu'il y a des différences individuelles. Il y a des personnes qui ont besoin, qui sont ce qu'on appelle, comme tu dis, des courts dormeurs, qui ont besoin de 6h, 6h30 de sommeil. Ils ont beaucoup de chance parce que c'est leur besoin, d'accord? Ça veut dire que en dormant 6h, 6h30 quotidiennement, ils se sentent en forme et tout va bien pour eux. Génial. Il y a des personnes qui se situent donc plus ou moins dans la moyenne, entre 7h, 7h30, 8h de temps de sommeil par nuit. Ok. Et puis, il y a ce qu'on appelle les gros dormeurs qui ont besoin de 9h, 9h30, 10h de sommeil par nuit. Évidemment, les courts dormeurs et les gros dormeurs, ce sont des plus petits pourcentages de la population. La majorité des gens se situent entre 7h et 8h de temps de sommeil. Mais voilà, c'est vraiment important de le savoir. Et c'est aussi important et parfois difficile de l'accepter. Parce qu'une personne qui a besoin de 9h, 9h30 de sommeil, ça veut dire que si elle en dort 7 par nuit, elle se met en privation chronique de 2 heures de sommeil par nuit. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et à l'inverse, il y a des personnes qui dorment 6h, 6h30, qui ont besoin de 6h, 6h30, mais qui ont la croyance qu'il faut dormir 7h, 7h30, 8h pour être en forme la journée. Donc elles vont allonger leur temps de sommeil, ça existe aussi, c'est souvent ce que je vois auprès des personnes qui ont des troubles du sommeil, ce sont des personnes qui ne dorment pas plus que 6h30 par exemple, mais qui restent 8 heures dans leur lit pour essayer de dormir plus. Sauf que ça ne marche pas en fait, parce que c'est pas ton besoin. Là on se parle que des adultes. Oui, là on parle des adultes. Alors je n'ai aucune connaissance sur le sommeil des enfants qui est très très spécifique. Enfin, quand je parle des adultes, c'est adolescents-adultes, hein, d'accord? Alors les adolescents peuvent avoir besoin d'un petit peu plus de sommeil. Généralement, ce qui va se passer, ce qui peut arriver, c'est un retard de phase. Donc c'est vraiment un décalage en termes de la durée de sommeil qui se décale dans le temps. Donc au lieu de faire, 23-6, ils vont faire 3-10. Voilà. Et ce besoin, il évolue justement dans la vie, quand on devient un peu plus âgé? Est-ce que ce besoin, il est le même toute la vie ou il change? Le besoin évolue. Effectivement, il peut y avoir une évolution. Après, ça va pas être radical, quoi. On va pas passer de un besoin de 9 heures de sommeil à un besoin de 6 heures. Mais effectivement, ça peut évoluer dans le temps. Tout à fait. Par contre, ce qui va rester stable, c'est notre
profil en termes de rythme, dans le sens où dans les courts dormeurs ou dans les gros dormeurs, il y a aussi un profil de est-ce que je fonctionne mieux le matin? Est-ce que j'ai plutôt un profil de couche tôt, lève tôt ou plutôt de couche tard, lève tard? Voilà, ça c'est aussi une variété individuelle et ça fait partie de la compréhension de soi. Et ça, par contre, ça va rester fixe. C'est ce qu'on appelle le chronotype. Donc, il y a des personnes, si les personnes sont couche tôt, lève tôt, a priori, ça va rester comme ça toute leur vie parce que généralement c'est héréditaire. Hein. Leurs parents étaient déjà comme ça, ou en tout cas un des deux parents. Et voilà. Mais par contre, la quantité de sommeil dont on a besoin, elle évolue. Et puis, on fait parfois preuve d'adaptation. Hein. Je pense aux jeunes mamans, par exemple, aux jeunes parents, de manière générale, pour ne pas juste limiter aux mamans. Mais voilà, où le sommeil peut vraiment être perturbé. Mais après, je parle des jeunes mamans parce que généralement, elles ont une compensation d'un point de vue hormonal pour pouvoir tenir le coup et pour avoir un meilleur sommeil, plus récupérateur quand elles dorment, même s'ils dorment moins. Et c'est vrai que, par exemple, les personnes qui ont des troubles du sommeil et chez qui ça rentre dans l'ordre, enfin, moi, je vois bien mes patients, à la fin de l'accompagnement, généralement, ils dorment moins qu'ils ou elles avaient imaginé, ou que qu'ils ou elles dormaient par le passé. Mais c'est OK. En fait, tant qu'elles dorment bien en termes de qualité, la quantité, c'est moins important. Et ce profil-là, comment on peut le définir? Est-ce que c'est une sensation personnelle? On se dit là, je me sens en forme, donc globalement, il me faut 7 heures. Ou est-ce qu'on peut s'appuyer sur des outils pour savoir quel type de profil on est? Alors, court dormeur ou gros dormeur, ça va vraiment être de la sensation personnelle, de la subjectivité. Effectivement, c'est comment est-ce que je me sens en journée, comment est-ce que je me sens dans la demi-heure qui suit mon réveil, est-ce que j'arrive à mener à bien mes activités, etc. En dehors de tout trouble du sommeil. Donc, si on a des difficultés d'endormissement, si on a des réveils nocturnes, si on a des réveils précoces le matin, d'office, ça va avoir des répercussions en journée. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est logique qu'on ne peut pas tirer des conclusions de son propre rythme et de son propre fonctionnement parce que le sommeil est déstructuré. Ok? Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir un sommeil de qualité, il faut avoir un sommeil continu pour pouvoir interpréter sa forme la journée, ok? Mais une fois qu'on dort bien, quand on a des nuits continues, quand on n'a pas de problème de sommeil, alors on peut analyser, tiens, est-ce que je me réveille spontanément ou bien est-ce que j'ai besoin d'un réveil, par exemple, systématiquement? Quel est mon pic de productivité en journée? À quel moment est-ce que j'arrive à être super focus? Il y a des personnes pour qui ça va être le matin, il y a des personnes pour qui ça va être en fin de matinée, il y a des personnes pour qui ça va être à partir de 16 heures, ok? Les couches tard, lève tard, ça va être à partir de 16 heures, et puis ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus efficaces le soir. Ce sont des personnes qui généralement peuvent dire ouais, quand j'étais étudiant, je travaillais le soir, je travaillais mieux le soir et la nuit. Par contre le matin, faut rien me demander. Ou c'est des personnes qui vont dire heureusement que j'ai des horaires flexibles parce qu'arriver à 8 heures du matin, impossible. J'arrive vers 10 heures. Ça me convient bien. À l'inverse, des profils plutôt couche tôt, lève tôt, ce sont des personnes qui n'ont quasiment pas besoin de réveil. Donc elles se réveillent spontanément et elles sont en forme très vite le matin. Par contre, à partir de 21h, faut plus rien leur demander. Et puis il y a des profils un petit peu plus intermédiaires, comme moi par exemple, où c'est ce qu'on appelle le chronotype ours, hein, parce que ça provient d'un bouquin, cette définition sous forme d'animaux qui s'appelle Faites votre évolution chronobiologique. Et le profil un peu intermédiaire de chronotype, c'est un peu le profil entre guillemets de salarié. C'est quelqu'un qui va bien fonctionner entre 9h et 17h de manière adaptative. C'est un peu comme l'ours. L'ours, il a besoin, en fait, il va adapter sa capacité à se nourrir en fonction de la lumière, en fonction de ce qu'il trouve. Il va s'adapter. Mais beaucoup aussi en fonction de la lumière. Donc, moi, je sais que je suis très, très sensible au changement de saison, par exemple, et à la luminosité. Je vais être hyper productive tôt le matin, quand il commence à faire beau, là, comme ça, comme là maintenant en Belgique, enfin beau, clair, j'ai envie de dire. Donc, quand il commence à faire clair à 6h30 du matin. Et puis, en hiver, je vais plus me mettre en mode hibernation et un peu plus cocooning. Et voilà, je vais adapter mon rythme, en fait. De manière générale, pourquoi c'est important de bien dormir? Quel est l'impact sur notre santé physique, mentale, même cognitive du sommeil? En fait, c'est la base de tout, le sommeil. Tout comme tu pourrais me demander, tiens, à quoi ça sert de s'alimenter? En fait, ça sert à avoir de l'énergie, ça sert à vivre, en fait. Le sommeil, c'est pareil. Mais je suis d'accord qu'il y a quand même plus
de mystère et un peu plus d'inconnu sur vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait quand on dort en fait? Et on n'a pas toujours les questions par rapport à ça. Alors oui, on sait que les cellules se régénèrent. On sait que on assimile nos émotions aussi, on sait que la mémoire s'améliore, on a besoin de dormir pour améliorer sa mémoire. Et donc en fait, il y a un impact très direct du sommeil, c'est d'être de bonne humeur, d'avoir de l'énergie, d'avoir un poids stable aussi, parce que les troubles du sommeil peuvent impacter d'un point de vue du poids, de la sensation de faim, de la satiété, etc. Donc en fait, ça touche tellement d'aspects de notre vie et de notre santé qu'en fait, j'ai envie de dire presque la meilleure manière de répondre à ta question, c'est de répondre par la négation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on dort pas bien. C'est-à-dire très immédiatement, si tu passes une mauvaise nuit, ça va avoir un impact direct sur ta fatigue, ton niveau d'énergie, ton humeur, ton anxiété, ta concentration, ton attention, ta vigilance. On sait, parce que du coup j'ai été revoir des petits chiffres avant notre épisode. Par exemple, une dette de sommeil, un manque de sommeil augmente, fait x8 en termes d'accidents de la route. C'est énorme, tu vois. Donc ça c'est vraiment sur la vigilance, sur la capacité à s'endormir plus rapidement au volant. À moyen terme, on peut commencer à prendre du poids, comme je le disais. On peut avoir vraiment des répercussions. On peut avoir des répercussions sur le niveau d'anxiété qui s'installe, sur la perte de contrôle aussi de son sommeil, sur des symptômes dépressifs qui peuvent débarquer aussi, et sur, comme je disais, un sentiment d'impuissance par rapport au sommeil, mais pas que. Moi, je rencontre aussi des personnes, en fait, qui sont tellement engluées dans des troubles du sommeil que ça impacte énormément leur vie. Ce sont des personnes qui ne sortent plus le soir, par exemple. Elles veulent plus, elles osent plus parce qu'elles vont être fatiguées demain. Elles préfèrent récupérer. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de mettre un masque sur leur visage parce qu'elles en ont marre qu'on leur dise qu'elles ont l'air fatiguées, ou parce qu'elles ont envie de montrer qu'elles sont performantes, de pas montrer leur talon d'Achille au quotidien. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont pas oser, par exemple, changer de travail. Parce que changer de travail, ça va leur demander une énergie qu'elles sont pas capables de donner, en fait. Et puis vraiment sur le long terme, là, vraiment, ça peut avoir un impact dramatique sur la santé, parce que là, des études ont montré que ça augmentait le nombre de problèmes cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson, de cancer, de dépression grave et de troubles anxieux généralisés. Donc oui, ça a un impact à différents niveaux et à différentes temporalités. Et le vieillissement de la peau, d'ailleurs, ça se voit immédiatement sur la peau, le manque de sommeil. Clairement, exactement. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est horrible pour une personne qui ne dort pas bien de s'entendre dire t'as mauvaise mine, t'as mal dormi, ça se voit. C'est atroce, c'est atroce parce que ça renforce ce sentiment de manque de contrôle et de manque de compréhension de ce qui se passe en fait. Tu utilisais tout à l'heure le terme de dette de sommeil. Justement, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est une dette de sommeil, et surtout l'action que je me pose, c'est est-ce qu'on rattrape sa dette de sommeil? Alors, c'est une super bonne question. La dette de sommeil, c'est vraiment le manque de sommeil par rapport à ton propre besoin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si tu dors 7 heures par nuit, alors que ton besoin à toi, c'est d'endormir 8h30, ça veut dire que tu es en dette de sommeil de 1h30. D'accord? Donc là, c'est vraiment physiologique. On peut se mettre en dette de sommeil sans avoir pour autant, entre guillemets, de troubles du sommeil. D'accord? Il y a des personnes qui procrastinent d'aller dormir. Elles n'arrivent pas à se raisonner, à se calmer et à renoncer, en fait, comme on le disait au tout début de l'épisode, à renoncer à certaines activités pour s'autoriser à dormir. Donc ça, c'est vraiment la dette de sommeil. Donc là, c'est clair que ça donne comme conséquence une augmentation de la somnolence le lendemain. C'est vraiment là les yeux qui piquent, les bâillements, la fatigue vraiment physique. Et puis j'ai oublié ta deuxième question. Est-ce qu'on rattrape la dette de sommeil? Oui. Voilà. Est-ce qu'on rattrape la dette de sommeil? Eh bien, non, dans le sens où si pendant 3 jours d'affilée tu as été en dette de sommeil de 1 heure tous les soirs, ce qui te fait 3 heures sur 3 jours, tu vas pas forcément rattraper en dormant 3 heures de plus. C'est pas aussi mathématique que ça.
Mais par contre, oui, tu peux avoir ce qu'on appelle une nuit de récupération. C'est-à-dire une nuit où tu vas être tellement HS que tu vas dormir plus longtemps et de meilleure qualité. Mais par contre, tu vas pas avoir besoin de 3 mois pour récupérer 3 mois de mauvais sommeil, quoi, par exemple. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va bien plus vite que ça, en fait. Même pour des gens qui ont des dettes de plus long terme, qui ont accumulé des retards de sommeil des semaines, voire des mois, on arrive à récupérer. Oui. Oui. Moi, j'ai des personnes, j'accompagne des personnes qui ont des dettes de sommeil de par leurs troubles depuis des mois, voire des années, voire depuis toujours même. Donc, c'est pas des personnes qui vont devoir se mettre en arrêt pendant 3 mois pour ne faire que dormir et que ça va aller mieux. Non. Par contre, le fait de récupérer des bonnes nuits qualitatives, très rapidement, en fait, ça va avoir un impact sur leur journée et elles vont se sentir mieux. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne récupère pas 3 mauvais mois par 3 mois de sommeil intensif. Bon, c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité quand même, parce que on clair. entend souvent des gens qui se disent c'est comme ça en fait, je suis pas fait pour dormir ou je dors mal, comme une fatalité, c'est terrible quoi. Ah oui, c'est atroce, c'est atroce. À ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, faut pas oublier qu'on est des animaux. Avant toute chose, enfin franchement, parfois il faut se rattacher à nos racines et à nos origines. On est des animaux. Mon chien, je lui ai jamais donné de Xanax pour qu'il arrive à dormir. Il dort. Il se pose pas la question en fait. Une biche dans la forêt est capable de dormir. Alors si les animaux dans la nature avec les prédateurs qui sont autour d'eux arrivent à dormir, nous aussi. Ça veut juste dire que vous n'avez pas trouvé la solution qui vous convient. Et ça c'est un autre problème. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des solutions, il y a des stratégies pour vous aider à retrouver le sommeil. C'est juste que vous n'avez pas encore trouvé la bonne. Voilà, c'est tout. On reviendra du coup sur le point des médicaments parce que c'est important aussi d'en parler. Donc, on n'a pas encore défini ce que c'était qu'un trouble du sommeil. Donc, qu'est-ce qu'un trouble du sommeil et justement, quels signaux doivent nous alerter? Oui, alors vraiment la définition classique des troubles du sommeil. Alors déjà, il faut exclure une cause médicale. Ça, c'est la première chose parce que ça fait partie des troubles du sommeil. Donc, quand je parle de troubles médicaux, ça va être des choses qui vont être diagnostiquées grâce à un examen du sommeil en milieu hospitalier ou à domicile, ça dépend un peu. Donc là, on va vraiment exclure un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, c'est le plus connu, des choses comme ça. En dehors de ça, parce que ça, ce sont des maladies, c'est considéré comme des maladies. Oui, ce sont des maladies dans le sens où il y a vraiment un traitement bien spécifique. En fait, les apnées du sommeil, il faut mettre une CPAP ou une orthèse d'avancement mandibulaire et a priori ça va mieux, d'accord? Donc il y a vraiment une cause physique en fait qui se règle médicalement et ça c'est un diagnostic médical. En dehors de ça, donc une fois qu'on a exclu une cause physiologique, il y a tout le champ des troubles du sommeil sans cause physiologique. Donc soit on a fait un test du sommeil et le médecin nous a gentiment dit qu'il y avait rien et que tout allait bien, c'est dans votre tête madame ou monsieur, ou alors on n'a pas fait de test du sommeil parce qu'on a estimé qu'il y avait peu de risques qu'il y ait vraiment une maladie. Mais ça n'empêche que l'on souffre quand même. On souffre de quoi? Généralement on souffre soit de problèmes d'endormissement, et là j'entends un endormissement qui dure plus de 30 minutes, parce que c'est normal de mettre un petit peu de temps pour s'endormir, c'est pas instantané et c'est pas parce que on a un compagnon ou une compagne de vie qui s'endort en 2 secondes 30 qu'on doit faire pareil, je tiens à préciser. Mais donc un endormissement qui dure plus de 30 minutes, là on peut commencer à définir ça comme une difficulté d'endormissement. Ensuite, il y a aussi ou des réveils nocturnes, soit un long éveil, soit plusieurs éveils, même courts, qui participent à appauvrir la qualité du sommeil et à fragmenter une nuit. Donc ça peut être un mix de difficultés d'endormissement et de réveil nocturne. Il peut aussi voir apparaître des réveils précoces. Donc je suis censée me lever à 7 heures du matin, mais en fait à partir de 5 heures, soit je suis réveillée tel un hibou, soit je me réveille, je me rendors, je me réveille, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Et dans tous les cas, il y a un retentissement diurne. Pour que ce soit considéré comme un trouble du sommeil, forcément, il faut que ça
ça génère une forme de souffrance en journée. Donc là, ça peut être de la fatigue, de l'anxiété, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, de l'irritabilité, tout ce qu'on connaît quand on dort mal, quoi. Et voilà. Et alors, si on veut aller vraiment dans la définition complète, c'est qu'on commence à parler d'un trouble, enfin on peut définir un trouble aigu ou un trouble chronique. Un trouble aigu, c'est tous les symptômes que je viens de décrire, mais sur un temps court. Donc, par exemple, je vis une situation particulièrement stressante dans ma vie. Je suis, je sais pas moi, en train de perdre un proche, par exemple. Je vis cette situation-là, mais ces difficultés s'estompent au bout de 1 mois, 2 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème aigu. Par contre, ça commence à devenir chronique quand ça dépasse 3 mois de symptômes et que il y a ces symptômes au moins 3 à 4 fois par semaine. Voilà. Donc c'est pas juste entre guillemets l'insomnie du dimanche soir. Bon, même si c'est un signe précurseur pour moi l'insomnie du dimanche soir, mais voilà, c'est quand ça se présente 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine pendant au moins 3 mois. Là on commence à parler de troubles chroniques, tout simplement parce qu'il y a des mécanismes à ce moment-là qui viennent renforcer le problème. En fait, il y a vraiment, c'est plus le problème de base qui est la source des difficultés. Donc, c'est plus, par exemple, le fait de perdre un proche, c'est le fait même de mal dormir qui devient un problème en soi. Et là, on bascule en fait dans le côté chronique de la problématique. Et en plus, parfois, il y a la peur, je vais mal dormir, donc j'ai peur d'aller dormir. Il y a un peu un cercle vicieux aussi. Exactement. Voilà, ça c'est typique, effectivement, des problèmes qui sont bien installés. C'est quand le lit commence à devenir une source d'angoisse, quand, la luminosité diminue, le niveau d'anxiété augmente, et voilà, c'est toute l'anticipation du fait d'aller dormir. Et ça c'est vraiment un signe assez systématique et flagrant que le problème est déjà bien installé. Toi, qu'est-ce que tu as observé comme facteur justement qui concourt à un mauvais sommeil? Qu'est-ce qui impacte négativement notre sommeil aujourd'hui dans nos modes de vie? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je vais avoir du mal à être exhaustive. Mais comme on l'a dit, je pense que notre mode de vie de manière générale ne plaide pas beaucoup en faveur de s'écouter, de poser des limites et de se respecter. Parce que c'est un peu ça le sommeil, au final, quand on y pense. Le sommeil, ça nécessite d'arrêter ses activités, d'accepter de ralentir et une forme de lâcher prise. Alors les gens vont me détester quand je vais dire ça, mais c'est vrai. En fait, pour basculer dans l'état de sommeil, il faut quand même lâcher la grappe, quoi. Et il faut, quand on est en hypervigilance, quand on a peur pour sa vie, par exemple, on va pas s'endormir, ok? Et donc, il y a beaucoup de choses qui polluent en fait notre capacité à nous endormir. Il y a le rythme effréné, il y a donc voilà l'absence de limite. Je pense qu'il y a aussi notre connectivité de manière globale, et je parle même pas que des écrans et de la lumière bleue, mais je parle vraiment du fait d'être tout le temps connecté au monde et où on en oublie de se connecter à soi-même. L'exemple parlant, c'est les montres connectées. Moi, justement dans mes accompagnements, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler très rapidement parce que souvent les personnes ont des montres connectées et donc analysent entre guillemets leur sommeil à travers leurs montres connectées. Le problème de ça, ce qui moi me pose problème en tout cas dans les accompagnements et ce qui fait que je les encourage à dégager loin de leur chambre leurs montres connectées, c'est que le fait de se connecter à l'analyse de la montre, ils ne se connectent plus à eux-mêmes. On ne se connecte plus à soi-même, on ne s'écoute plus. C'est une phrase, enfin c'est un exemple, une situation que j'aime bien raconter parce que je la trouvais hyper parlante. Il y a quelques mois d'ici, je demande à une personne, tiens, t'as bien dormi? Et la personne me répond, ma montre m'a dit que j'avais dormi 6h30. C'est fou. Et c'est pas rendu compte de ce qu'il me disait. Je dis, mais ok, ça c'est ce que ta montre te dit, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? D'autant plus que, je vais pas rentrer dans les détails, mais les valeurs et la sensibilité d'une montre connectée, c'est discutable quand même. Mais au-delà de ça, en fait, toi, comment tu te sens? Comment t'as vécu ta nuit, en fait? Donc voilà. Donc et puis voilà, ça, en fait, ça amène ça comme difficulté. La montre connectée,
le fait de scroller dans son lit jusqu'au moment de s'endormir, c'est compliqué. La sédentarité, évidemment, hein, le fait qu'on prend plus forcément le temps de se bouger, de faire du sport, de s'arrêter en journée. En fait, il y a ça aussi. Le fait de ne pas beaucoup, je vais pas être radicale, ne pas beaucoup s'arrêter, s'auto-checker en journée. Tiens, comment je vais en fait? Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que je suis stressée aujourd'hui? Quelle est ma charge de travail? Quelle est ma charge mentale? Est-ce que j'ai des tensions dans mon corps? Est-ce que je suis en train de ruminer? Est-ce que je suis stressée ou pas? Et en fait, si on ne prend pas le temps en journée d'observer ce qui se passe en nous, bah ça va débarquer, hein. Ça va débarquer quand on aura le temps. Et quand on aura le temps et quand on aura rien d'autre à faire. C'est-à-dire 3 heures du matin, ça me semble plutôt pas mal. C'est-à-dire en plein milieu de la nuit, dans le noir, quand on a personne autour de nous quasiment et qu'on a rien d'autre à faire, rien d'autre à penser. Donc c'est un peu voilà l'image de je planque sous le tapis et puis à un moment donné, ça ressort, hein. Mais le problème c'est que ça ressort la nuit. Donc oui, tout ça je pense que c'est pour ça qu'en fait accompagner à améliorer le sommeil, c'est quand même plus global. Alors oui, évidemment, il y a des actions concrètes par rapport à la physiologie du sommeil qu'on peut mettre en place et qui sont très efficaces, mais après ça, c'est penser à son sommeil en fait. Penser à son sommeil, c'est penser à soi et c'est penser à son rythme global de vie. C'est challengeant, c'est pas intuitif dans notre monde de fou, mais c'est quand même vachement utile et vachement nécessaire. Parce que du coup, bah alors on peut toucher à des problématiques comme le burn-out, comme l'épuisement, comme le burn-out parental, tout ça quoi. Ça, en fait, ça peut toucher à tellement de choses. D'ailleurs, je pensais à quelque chose aussi, la nutrition. Est-ce qu'elle impacte aussi la qualité de notre sommeil? Oui, clairement. Après, je suis pas nutritionniste et je suis clairement pas spécialisée dans l'alimentation, mais bien sûr. Enfin, je pense que toute personne qui est allée au restaurant récemment, qui a mangé une grosse pièce de viande et puis qui allait dormir, c'est dur. Je l'ai fait pas plus tard que vendredi de la semaine dernière. Je me suis pas sentie super bien. Hein, j'ai pas bien dormi et je savais très bien pourquoi. Donc oui, évidemment, bien sûr. Il y a la nutrition, puis il y a aussi le fait de manger ou de ne pas manger. Donc voilà, les personnes qui ne déjeunent pas le matin, par exemple, ben oui, ça peut avoir un impact sur l'énergie la journée, bien sûr, parce que le corps c'est un régulateur interne, c'est un régulateur en fait, la digestion. Ça fait partie des petites horloges qu'on a dans son corps et qui donnent une information pertinente au cerveau. Et donc voilà, oui, bien sûr, ça, que ce soit la qualité, la quantité et le moment. Et à l'inverse, si j'ai du mal à dormir, que je me relève la nuit et que je mange, bah ça donne aussi un signal perturbant à notre petit chef d'orchestre qui se situe dans le cerveau. C'est très clair. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on sait comment identifier le trouble du sommeil, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour améliorer son sommeil? Est-ce que tu as des conseils à nous partager? Des bons tips? Ouais, mais j'en aurais la même chose, hein, à peu près. Là, on peut refaire une masterclass, on peut refaire un épisode de podcast. Les best practices, on va dire. Ouais. Si j'en avais vraiment 2-3 à partager, le premier, et c'est celui que je répète à tout bout de champ, matin, midi et soir, partout où je vais, c'est ma phrase. Un bon sommeil se prépare dès le matin. Ça, c'est super important. On a tendance à se concentrer sur notre sommeil à partir de 21h, 22h. De se dire, tiens, comment est-ce que je vais dormir cette nuit-ci? Ben, en fait, à 21h, 22h, je vais pas dire que tout est déjà écrit, mais presque. En fait, une nuit se prépare dès le matin. Donc là, on enregistre cet épisode de podcast, il est 13h, quasiment. Je suis en train de préparer ma nuit suivante. À quelle heure est-ce que je me suis levée? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Est-ce que je me suis déjà recouchée? Est-ce que j'ai fait une grasse mat ou pas? Est-ce que je suis en train de faire une sieste? Non, je suis en train d'échanger avec toi. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je m'hydrate? Est-ce que j'ai déjà bu 3 litres de café? Etc., etc. Tout ça, en fait, va influencer ma nuit suivante. Et je le répète et je le martèle de partout parce que c'est pas du tout ce que on fait au quotidien. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on pense à la nuit passée.
Donc si là, à 13h, je décide de faire une sieste plutôt que d'enregistrer un épisode de podcast, c'est généralement pour récupérer la nuit qui vient de passer. Ça, c'est l'intention de la majorité des gens. Mais sauf que la conséquence de ça, alors oui, c'est peut-être de récupérer un petit peu d'énergie pour passer le reste de la journée, mais ça aura pour conséquence de appauvrir la qualité du sommeil de la nuit suivante. Donc, si tu as une mauvaise qualité pour ta nuit prochaine, ben forcément, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Une sieste. Et c'est parti pour un beau cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important. Penser à son sommeil dès le matin. Donc voilà. Et en fonction de ça, ben forcément, ça va jouer sur l'heure de coucher. On entend aussi beaucoup trop que on doit aller dormir tous les jours à la même heure. C'est faux, archi faux. Ça n'a aucune forme de logique. Parce que si vous avez donc bien compris que la nuit se préparait dès le matin, ben forcément, en fonction de ce que vous avez fait la journée, votre heure de coucher ne sera pas la même. Si vous avez fait 3 heures de sport, vous irez dormir peut-être un petit peu plus tôt que si vous avez fait une sieste, ce qui est tout à fait normal. Ok ? Donc ça, c'est important. Donc, le fait de préparer son sommeil dès le matin, le fait d'avoir une heure de coucher variable, et je pense que c'est aussi important d'insister sur le fait de préparer son corps au sommeil avant d'aller dormir. On a parlé de scroller dans le lit, on a parlé d'être actif et de notre rythme de vie de fou. Je pense que pouvoir ralentir le rythme, vraiment pouvoir ralentir le rythme et pouvoir ralentir le rythme cardiaque, se poser, se préparer au coucher, à l'endormissement, ça permet au corps de comprendre qu'il peut se poser, qu'il peut ralentir. Et physiologiquement aussi, ça permet de sécréter la mélatonine, ça permet de diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça, en fait, ça va permettre au corps de basculer dans l'état de sommeil. Ça va vraiment permettre d'effectuer la balance entre l'état de veille et l'état de sommeil. Donc, le rituel du soir, il n'a pas besoin d'être tous les jours le même, il n'a pas besoin d'être rigide, il n'a pas besoin d'être pendant 3 heures, mais ne fût-ce qu'une demi-heure pour calmer un petit peu le rythme, prendre du temps pour soi, venir se poser avant d'aller dormir, plutôt que d'espérer reclaper son ordinateur à 22h59 et puis s'endormir à 23h, c'est utopique. Je prends exprès des extrêmes pour être parlante, mais voilà, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce rituel, par exemple? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Eh bien, on peut lire, par exemple. On peut écouter de la musique douce, on peut faire un petit peu de yoga doux, on peut faire, des étirements, on peut faire une petite méditation, un petit exercice de respiration. On peut éviter quand même les tisanes. Ça, surtout pour les personnes qui se réveillent la nuit pour aller aux toilettes, parce que les tisanes, c'est diurétique, donc ça, on évite. Mais voilà, en fait, tout les bains. Alors les bains, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Dans la théorie, on déconseille parce que ça augmente la température du corps et ça augmente le rythme cardiaque. Mais moi, par exemple, ça fonctionne très très bien. Donc là, à tester. Si vous sentez que ça vous éveille plus qu'autre chose, évitez. Mais pourquoi pas? Moi, je sais que ça me procure une détente musculaire très très forte. Donc oui, à voir. Donc ce temps-là, c'est quoi? C'est une demi-heure à peu près avant vraiment l'heure cible d'endormissement, si on en a une. Se dire minimum une demi-heure. Minimum, ouais. Minimum une demi-heure. Après, si vous pouvez faire 3 heures, c'est l'idéal. On n'a jamais assez de temps pour soi, jamais. D'ailleurs, je voulais te poser une question, Clémence, quelque chose que j'ai entendu aussi, c'est il est préférable de s'endormir avant minuit par rapport au cycle. On n'a pas parlé effectivement du cycle du sommeil avec les différents stades de sommeil. Est-ce que ça, c'est vrai qu'il vaut mieux s'endormir avant une certaine heure pour avoir un sommeil de qualité? C'est totalement faux. C'est totalement faux et vraiment, je suis très stricte là-dessus parce que ça fait aussi partie des croyances et des messages véhiculés sur le sommeil qui peuvent être totalement contre-productifs et qui peuvent participer à la création de troubles du sommeil. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu as un fonctionnement propre à toi où tu fonctionnes bien à dormir de minuit à 7 heures du matin et que ta qualité de sommeil est bonne, ne cherche surtout pas à aller dormir à 22 heures.
Parce que ce n'est pas ton rythme, ce n'est pas ton fonctionnement. Et donc, tu ne vas pas réussir à t'endormir, ou bien tu vas peut-être réussir à t'endormir, mais tu vas te réveiller à 5 heures, tu vois, ou à 3 heures, et puis tu vas avoir du mal à te rendormir, et puis tu vas te rendormir par petits bouts, et donc tu vas dormir en 2 blocs plutôt que 1. D'accord? Non, en fait, la phrase les heures avant minuit comptent double a été mal comprise, en fait. Ce ne sont pas les heures avant minuit qui comptent double, ce sont les heures avant minuit qui comptent double. La moitié de la nuit. Tout simplement parce que la qualité de ton sommeil est toujours meilleure dans la première partie de ta nuit de sommeil. D'accord? Parce qu'on fait plus de sommeil profond en début de nuit qu'en fin de nuit. Et quand on fait plus de sommeil profond, forcément, on est plus difficilement réveillable puisqu'il est plus profond. Et c'est aussi le stade de sommeil qui est responsable de la récupération physique du corps. Donc voilà. En fait, c'est vraiment, quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches, c'est toujours la première partie de ta nuit qui sera de meilleure qualité. Et d'ailleurs, c'est généralement à ce moment-là qu'on a plus de mal à se réveiller. Enfin voilà, généralement quand on a des réveils nocturnes, ça va être en deuxième partie de nuit parce qu'on fait moins de sommeil profond. Et donc si on fait moins de sommeil profond, c'est qu'on fait plus de sommeil léger ou de sommeil paradoxal, qui sont des stades de sommeil où on se réveille plus facilement. Intéressant. Effectivement, j'avais pas ça en tête aussi. Bah oui, non, forcément, ça c'est la physiologie pure et dure du sommeil. Hein. Et on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Et les médicaments, tout à l'heure, tu l'as évoqué un petit peu. Justement, c'est quoi ton point de vue sur la question? Est-ce que, à partir de quel moment on peut s'autoriser à prendre des médicaments? Et est-ce qu'on a justement des alternatives plutôt naturelles pour favoriser l'endormissement? Alors, les médicaments. Donc, quand on parle de médicaments, on parle de benzodiazépines ou de somnifères. Je ne vais pas vous dire que je suis anti-médicaments, parce que c'est pas vrai. Parfois, ça peut arriver d'avoir besoin de ça pour franchir un cap difficile. Ou pour les personnes qui ont, par exemple, des horaires très très variés de sommeil. Je pense aux pilotes d'avion, par exemple, aux hôtesses de l'air, qui ont beaucoup de décalage horaire, etc. Ben oui, zolpidem peut aider à resynchroniser plus rapidement, en fait, le sommeil. Néanmoins, dans la majorité des cas, c'est pas comme ça qu'ils sont utilisés. Parce que dans la bonne utilisation des médicaments, au moment de la prescription, l'arrêt devrait déjà être programmé. Ok. Ça, c'est vraiment les recommandations d'un point de vue médical pour la prescription de benzo ou de somnifères. C'est-à-dire que le médecin, normalement, quand il vous fait une prescription de tout ce qui se termine en am, alprazolam, l'ormétazépam, tout ça, ce sont des benzos, Xanax, tout ça. Au moment de la prescription, il doit déjà vous dire, vous le prenez pendant X temps et on arrête après ce temps-là. C'est généralement quelques semaines, d'accord? C'est pas 3 ans. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Le problème, c'est qu'on les prend beaucoup trop longtemps. Et ça, c'est vraiment problématique parce que dans le quotidien et la réalité de terrain d'un point de vue médical, c'est que les médecins ne s'y connaissent malheureusement pas assez en sommeil parce qu'ils ont à peu près une demi-journée de cours, à mon avis, dans leur cursus et puis c'est tout. Donc, s'ils se forment pas en plus, c'est compliqué et que ça prend du temps d'accompagner une personne qui a trouvé du sommeil. Donc, c'est bien plus facile, hein, malheureusement, de prescrire des médicaments que d'accompagner. Après, oui, bien sûr, il y a les plantes, etc. Normalement, le médecin va d'abord commencer par conseiller des plantes que du Xanax. Et encore, parce que j'entends quand même beaucoup de témoignages. Mais malgré ça, bien sûr qu'il est tout à fait possible. Et ça fait aussi partie de mon cheval de bataille, c'est de dire le sommeil, c'est physiologique. Le sommeil, c'est naturel, ok? Tout comme je disais tout à l'heure, une biche dans la forêt, on va pas lui donner de la valériane, quoi. D'accord? C'est physiologique. Et donc, si à un moment donné, il y a des troubles du sommeil, c'est qu'il y a un trouble du rythme, c'est qu'il y a un dérèglement de l'horloge biologique. Et ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille par la thérapie cognitive et comportementale. Si vous allez regarder toutes les études qui sont sorties, l'efficacité numéro 1,
c'est la thérapie cognitive et comportementale pour accompagner les troubles du sommeil. Et même, normalement, quand il y a prescription de médicaments, ça doit être conjointement à un accompagnement. Toutes les études le disent, c'est unanime, parce que ça marche, parce qu'on accompagne les personnes, parce qu'on est là avec elles pour lui donner des conseils et pour l'aider à restructurer son sommeil. Voilà. Justement, c'est une bonne transition. Et pour finir ce podcast, est-ce que tu peux nous parler justement de ton accompagnement ? Comment tu accompagnes les gens justement vers un sommeil de meilleure qualité ? Voilà, donc comme je pense que vous l'avez tous bien compris, c'est un accompagnement sans plantes, sans médicaments, sans quoi que ce soit, sans spray, sans gummies, sans rien du tout. Mais vraiment, en priorité, c'est un accompagnement donc de 3 mois, parce que je veux un accompagnement global et que j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes jusqu'à ce qu'elles retrouvent vraiment leur forme en journée et qu'elles comprennent leur rythme. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre son rythme si on dort pas bien. Mais on ne peut pas gérer son stress non plus tant qu'on ne dort pas bien. Donc la priorité absolue, c'est de retrouver un sommeil continu. C'est de ne plus se réveiller, c'est de ne plus avoir de difficultés d'endormissement et c'est d'être apaisé par rapport à sa capacité à retrouver son sommeil. Ça, c'est la base, c'est la priorité absolue, c'est la première étape de mon accompagnement. C'est vraiment ça. Donc là, ça se fait vraiment par l'analyse du rythme, recadrer le rythme. C'est très physiologique. En fait, le sommeil, c'est vraiment la pierre angulaire entre le physiologique, la médecine et la psycho. En fait, c'est vraiment un recoupement des deux. Donc il y a vraiment des conseils et des stratégies, des outils concrets pour recaler son horloge biologique sur dormir la nuit et être réveillé le jour. Et puis ensuite on aborde la gestion du stress, parce que évidemment que le stress a un lien évident sur la qualité du sommeil, sur notre rapport au sommeil. Donc on aborde ça aussi. Et puis donc la 3e étape, c'est comprendre mon énergie et adapter mes activités en fonction de mes moments d'énergie, de mes différents types d'énergie, pour pouvoir profiter pleinement de mes journées et être efficace de manière efficace, enfin plus rentable d'un point de vue de son organisation du temps en fonction de son énergie. Voilà. Super. Et tu fais ça aussi bien en physique qu'en visio ? Je ne fais ça que en visio. Tu fais ça qu'en visio. OK. Super. Voilà, j'accompagne les personnes partout dans le monde. Tant qu'on parle français, les personnes j'ai eu déjà des expats en Californie, une brésilienne, enfin une française au Brésil, Canada, sans aucun problème, France beaucoup alors que je suis en Belgique. Avec grand plaisir, le Maroc aussi. Donc oui, partout dans le monde. Super. C'est une chance. Alors donc on peut te retrouver où est-ce qu'on te retrouve? Donc sur Instagram, bien dans mon plumard. Exactement, c'est ça. Ça c'est l'endroit privilégié et prioritaire où me retrouver. Et puis je suis en train de refaire mon site internet, donc je dis partout que j'ai mon site internet, comme ça me force à travailler dessus. C'est www.biendansmonplumard.be, pas .fr ni .com, puisque je suis en Belgique, c'est important. On remettra les liens dans la description de l'épisode. Voilà. Merci infiniment Clémence pour ton temps, ton énergie et tous ces conseils, et j'espère que merci à toi. Ceux qui nous écoutent comprendront que le trouble du sommeil, c'est pas une fatalité, que ça se travaille et qu'il y a des outils pour le faire et des gens comme toi pour les aider. Merci à toi pour l'invitation et merci à toi d'aider à sensibiliser et à informer sur le sommeil. Avec plaisir. Belle journée à toi. Merci toi aussi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.